Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News. Il est 19h. Voici les principaux titres de ce mardi 21 mai. 228 jours depuis que le génocide sioniste à Gaza a débuté. 228 jours d'une agression sans précédent dont le bilan s'élève aujourd'hui à 35 647 martyrs, dont 85 rien que durant les dernières 24 heures. Les massacres de l'entité sioniste en Cisjordanie reprennent de plus belle. Au moins 7 martyrs sont tombés à Jénine dans une nouvelle incursion meurtrière menée par l'armée d'occupation camp de réfugiés. Début des funérailles officielles du défunt président iranien et ses accompagnateurs tués dans un accident d'hélicoptère dimanche dernier. Des cérémonies qui se tiendront pendant 3 jours. Les drapeaux seront en berne durant 5 jours. Instaurer la tradition du dialogue et de la concertation avec la classe politique pour consacrer la démocratie participative en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune rencontre les présidents des partis politiques. Madame, Monsieur, bonsoir. 228e jour de l'agression génocidaire sioniste sur Gaza. Les exactions et les crimes sionistes perpétrés quotidiennement contre les civils palestiniens. Le bilan global des victimes s'est alourdi en ce mardi 21 mai à 35 647 martyrs et 79 852 blessés, en grande majorité des enfants et des femmes. Selon la dernière mise à jour annoncée par le ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation sioniste a commis au moins 5 massacres au cours des dernières 24 heures, avec un bilan de 85 martyrs et 200 blessés. Et au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs, 3 enfants sont parmi eux. Plusieurs autres ont été blessés à la suite d'un bombardement de l'armée sioniste ayant ciblé un carrefour situé au niveau du camp de réfugiés de Bina, au centre de la ville de Rafah qui subissait d'intenses bombardements durant une bonne partie de la journée d'aujourd'hui. Et au moins 3 corps de martyrs palestiniens ont été récupérés à la suite du bombardement d'une maison appartenant à la famille El-Kahlout à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Et au centre de l'enclave palestinienne, la famille Choubaki a été victime d'un bombardement sioniste. 4 de ses membres sont tombés en martyrs. La maison de la famille en question est située dans la région de Sahaba. Plusieurs autres personnes ont par ailleurs été blessées. À Khan Younes, au moins un martyr et des blessés ont été enregistrés à la suite d'un bombardement ayant ciblé 2 maisons familiales, en l'occurrence celle de Abou Ammar et Abou Tahir à l'est de la ville. Un bilan qui demeure provisoire car à l'heure où je vous parle, plusieurs corps sont toujours piégés sous les décombres. Et les bombardements d'artillerie sionistes ont contraint mardi des patients et des médecins à évacuer l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza. L'évacuation fait suite à un bombardement du service des urgences de l'hôpital, causant d'importants dégâts d'après des sources locales. Et je vous en parlais en titre, au moins 7 Palestiniens ont été tués par l'armée d'occupation, cette fois-ci en Cisjordanie. À Jénine, plus précisément, où un véritable carnage a eu lieu. Un grand nombre de blessés est également à signaler. Le directeur de l'hôpital Khalili Souleyman de Jénine a indiqué
que le personnel médical est saturé au vu du nombre important de blessés admis alors que l'armée d'occupation empêchait au milieu de journée les secours d'intervenir au niveau du périmètre de l'hôpital. Et c'est donc dans un contexte d'escalade permanent que l'Algérie tente de faire réagir le Conseil de sécurité afin qu'il mette un terme aux différents crimes sionistes commis à Gaza. Alger a demandé une enquête internationale sur le génocide et condamne dans le même temps l'incursion de l'armée d'occupation à Rafah. Inlassablement, l'Algérie frappe une nouvelle fois à la porte du grand immeuble de l'East River pour tenter de faire entendre raison aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le danger imminent et les conséquences catastrophiques de l'incursion militaire sioniste à Rafah. L'heure n'est plus au discours, l'heure est à l'action, une action robuste. Cette opération génocidaire pourrait déboucher sur davantage encore de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne. Alors que l'armée d'occupation contrôle l'ensemble des points de passage frontaliers de Rafah afin d'empêcher l'arrivée et l'acheminement de l'aide humanitaire, la préméditation de l'acte génocidaire à Gaza ne fait plus aucun doute. 1,5 million de Palestiniens à Rafah sont confrontés à la perspective d'une mort imminente. Rafah est la dernière zone de Gaza n'ayant pas été complètement rasée. Rafah est la seule région où les acteurs humanitaires pouvaient encore travailler. Rafah est aujourd'hui le dernier refuge pour les Gazaouis qui ont dû quitter leur foyer. Rafah est le seul endroit où l'on puisse héberger les personnes qui n'ont plus de maison, alors que toutes les autres régions de Gaza sont en ruine. C'est aussi à Rafah que se trouvent 3 des derniers hôpitaux partiellement fonctionnels de Gaza. Rafah est une ville peuplée d'enfants où plus de 600 000 ont trouvé refuge, qui sont maintenant confrontés à des horreurs et des souffrances indescriptibles. Dans un souci permanent de protéger les enfants et les femmes en priorité, l'Algérie appelle les membres du Conseil de sécurité à mettre immédiatement fin aux déplacements forcés et à la sauvegarde des infrastructures vitales. La puissance occupante israélienne se livre à une stratégie de nettoyage ethnique, exterminant les enfants gazaouis et tout espoir d'une vie meilleure. Les opérations militaires israéliennes ont déjà commencé. D'ores et déjà, elles ont fait plus de 600 000 déplacés. Presque toutes ces personnes ont été déplacées à de multiples reprises en à peine plus d'une semaine. C'est le moment le plus sombre de ce cauchemar qui dure maintenant depuis 7 mois. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, plus de 810 000 Palestiniens ont fui Rafah au cours des 2 dernières semaines, sous contrainte d'y être immédiatement tués par l'armée d'occupation. Lors de cette même réunion, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a appelé à la réouverture immédiate des points de passage de Rafah afin de permettre l'entrée sans délai des aides humanitaires à Gaza. Préoccupé par la situation à Rafah continue de s'aggraver. At a time where the international community was calling to flood Gaza and calls by nearly every state in the world. The meeting is adjourned. Council. Thank you for this opportunity. At a time where the international community was calling to flood Gaza. Alors que la communauté internationale appelait à inonder Gaza d'aide humanitaire pour mettre fin à la famine en cours et aux souffrances humaines résultant de cet horrible siège, Israël a imposé à notre peuple un assèchement de l'aide humanitaire, une utilisation délibérée et indéniable de la famine comme méthode de guerre. Israël doit se retirer du point de passage de Rafah, ouvrir tous les points de passage et permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et doit retirer ses forces d'occupation de la bande de Gaza. And must withdraw its occupation forces from the Gaza Strip. Et l'Irlande, qui s'apprête à reconnaître l'État de Palestine, apporte son soutien au travail de la Cour pénale internationale à la suite du mandat d'arrêt émis contre le chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou. La chef de la diplomatie européenne irlandaise a déclaré qu'il fallait soutenir l'indépendance de ce tribunal international. Nous soutenons à tout moment l'indépendance du tribunal et nous lui permettons simplement de mener à bien ses procédures.
L'humanisme dont font preuve les Palestiniens, triomphe de la barbarie sioniste, c'est aussi l'histoire de cette famille de Rafah, propriétaire d'un zoo, contrainte de se déplacer vers Khan Younes pour fuir les bombardements sionistes. Elle n'a tout de même pas abandonné ses animaux et a tenté coûte que coûte de les sauver d'une mort certaine. Malgré les conditions de vie misérables dont les Palestiniens souffrent chaque jour depuis près de 8 mois, l'humanité qu'ils recèlent dans leur cœur n'a pas été entamée par la barbarie du colon sioniste. Propriétaire d'un zoo, la famille Goma a dû trouver un refuge pour ses animaux, qui n'ont pas été épargnés non plus par les crimes de l'armée d'occupation. La famille est enfui Rafah pour Khan Younes, une tentative de survivre aux attaques criminelles de l'entité sioniste. Elle a pris la peine de déplacer avec elle la majorité de ses animaux. Elle fait aujourd'hui appel auprès des ONG afin d'intervenir et sauver le reste d'une mort certaine. Nous avons fui il y a environ 7 jours vers Khan Younes. Nous avons emmené la plupart des animaux du zoo, mais les grands lions sont restés sur place. Nous ne pouvions pas les emmener car la situation devenait dangereuse pour nous. L'armée israélienne s'est rapprochée, donc nous ne voulions pas prendre de risques en les faisant fuir. Nous demandons à la Croix-Rouge, à l'UNRWA et aux organisations internationales de nous coordonner pour que nous puissions essayer de faire venir les lions. S'ils restent sur place, ils mourront de faim ou de missiles, quelque chose comme ça. Les animaux n'ont guère échappé à ces atrocités. Ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils n'ont pas de quoi survivre. À Khan Younes, les Goma partagent avec eux le peu de nourriture insuffisante qu'ils ont. Nous nourrissons les singes, ils ont faim. Nous leur donnons à manger tous les matins des petits pois, des pois chiches, des haricots, du n'importe quoi parce que nous ne trouvons pas de nourriture pour eux. Même nous les humains, nous n'avons pas de nourriture pour nous-mêmes. J'aimerais que nous puissions leur trouver de la nourriture. La nuit, nous ne pouvons pas dormir à cause du bruit des avions. Khan Younes subit de violents bombardements. Ils ont détruit tout Gaza et Rafah. Ils le détruisent et ils veulent détruire Deir el-Balah. Il ne nous reste plus aucun endroit sûr. Pour cette famille, il est primordial de sauver ces êtres impuissants, là où l'injustice et la barbarie règnent partout, et que l'oppresseur sioniste cherche à annihiler toute forme de vie palestinienne à Gaza. Le zoo a été créé entre 1999 et 2000 et il a maintenant 24 ou 25 ans. C'est un projet récréatif à but non lucratif. C'est le seul zoo à Gaza. C'est ce qui reste des animaux et des oiseaux. Les animaux et les oiseaux ont été évacués ou ce qu'il en reste pendant la guerre. Il y a 3 lions qui sont encore au zoo, mais nous n'avons pas pu faire, faute de temps, les emmener avec nous à l'endroit où nous avons déménagé et où nous sommes maintenant. Face au génocide et la culture de la destruction sioniste, la Palestine répond encore une fois par l'altruisme et un humanisme à toute épreuve. Une énième leçon de la vie, là où règne la mort. La suite de l'actualité avec les funérailles du défunt président iranien Ebrahim Raïssi, tué dimanche, rappelons-le, dans un accident tragique d'hélicoptère. Elles ont débuté ce mardi. Des dizaines de milliers d'Iraniens se sont rassemblés à Tabriz mardi 21 mai pour assister au début justement de ces funérailles nationales du président Raïssi. L'Iran a décrété un deuil de 5 jours. Les funérailles officielles se poursuivront mercredi à Téhéran en présence de délégations étrangères avant la poursuite de la cérémonie jeudi d'inhumation prévue à Khorasan Sud, région natale du président iranien Ebrahim Raïssi.
Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce mardi au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger une rencontre avec les présidents des partis politiques représentés au sein des assemblées nationales et locales élues. Avant le début des travaux, le président de la République a salué les présidents des partis participants à cette rencontre à laquelle ont pris part également le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui ainsi que le directeur de cabinet à la présidence de la République algérienne Boualem Boualem. La rencontre s'est poursuivie avec l'audition des interventions des présidents des partis politiques. Plusieurs questions nationales, régionales et internationales d'actualité ont été débattues dans le cadre d'un dialogue franc et constructif. L'Algérie s'achemine-t-elle vers une année exceptionnelle en matière de production de céréales? C'est du moins ce que laissent envisager les chiffres officiels, des résultats probants qui sont le fruit de mesures adéquates prises par le gouvernement algérien. Une production de 850 000 quintaux de céréales attendue dans la région de Mnia, 1 million à Adrar ou encore 370 000 à Loued. Le nouveau grenier de l'Algérie se situe désormais au niveau des régions du sud du pays. Des prévisions officielles au-delà des espérances et qui laissent présager d'une saison de moisson-battage référence. Cette année, les prévisions de production de blé en Algérie sont très bonnes, globalement. La campagne de moisson a déjà commencé dans les wilayas du sud du pays. Les résultats sont très satisfaisants. Dans la partie nord, la campagne se fera bien plus tard, mais tous les indicateurs laissent supposer des prévisions très bonnes pour les régions de l'Est et du centre du pays et bonnes aussi dans les wilayas de l'Ouest du pays. Donc globalement, la campagne s'annonce très positive cette année. Les images montrant des dunes de blé font le buzz depuis plusieurs jours. Le ministère de l'Agriculture algérien met le paquet sur la réussite de la saison 2023-2024. Outre un ciel plus clément que les années précédentes, parmi les raisons de ce succès, il y a l'augmentation des parcelles de terres cultivables à hauteur de 20%, mais pas que. L'explication de ces résultats peut être attribuée à deux principaux paramètres. D'abord, les conditions climatiques cette année, notamment pour les wilayas du Nord, ont été très de bonne qualité. Donc la pluviométrie enregistrée cette année, notamment au centre et à l'est du pays, dépasse un peu la moyenne des 3-4 dernières années, ce qui donne des conditions favorables pour une campagne céréalière bonne. Le deuxième paramètre, et c'est aussi un paramètre très important, ce sont la batterie des mesures prises par les pouvoirs publics pour justement permettre aux agriculteurs de réaliser une campagne céréalière dans de bonnes conditions. Le programme tracé par le gouvernement algérien sur instruction du président Abdelmajid Tebboune n'aura pas tardé à porter ses fruits au vu des prévisions de récolte annoncées dans le sud, Paris gagné. Parmi les mesures qui ont été prises, c'est justement d'accorder gratuitement les semences de blé de céréales à tous les céréaliculteurs, d'accorder aussi dans des conditions préférentielles l'accès aux engrais, également bien sûr le report de l'échéancier de paiement des crédits de campagne de tous les agriculteurs, tous les céréaliculteurs. Ces trois mesures politiques ont permis aux agriculteurs d'avoir les moyens d'engager une campagne céréalière dans de bonnes conditions, accès aux semences, accès aux engrais et sans se soucier de payer les crédits engagés la campagne précédente et donc ce qui leur a permis donc d'emblaver leur surface céréalière sans difficulté. Des mesures qu'il faudrait bien entendu renforcer, inscrire sur le temps lent. Alors que la récolte dans les wilayas du Nord n'a pas encore commencé, les experts économiques s'attendent néanmoins à ce que la facture d'importation de céréales soit sensiblement réduite. L'ancien Premier ministre et chef de la diplomatie française Dominique de Villepin était en visite en Algérie. Il a animé une conférence à la faculté des sciences de la communication d'Alger devant un parterre d'enseignants
et d'étudiants en présence de nombreux hauts responsables. La conférence magistrale a traité du thème de la nouvelle donne internationale. À Gaza, mener une guerre sans perspective politique, c'est la garantie d'aller à la catastrophe, d'avoir une guerre qui dure indéfiniment et d'avoir une guerre sans limite. Donc la question de la paix, elle doit être omniprésente dès le départ d'un conflit et elle doit en permanence conduire les acteurs à penser à la façon d'arrêter ce conflit. Le torchon brûle entre l'Espagne et l'Argentine. Madrid décide définitivement de retirer son ambassadrice de Buenos Aires après le refus du président argentin Javier Milei de présenter des excuses pour ses propos envers l'épouse du chef du gouvernement espagnol. En moins de 24 heures, la brouille entre Madrid et Buenos Aires tourne à la crise diplomatique. Dimanche dernier, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Álvarez a rappelé l'ambassadrice espagnole en poste en Argentine et réclamé des excuses publiques au président argentin Javier Milei suite à ses propos au sujet de la femme du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lors d'un congrès de l'extrême droite espagnole à Madrid. Le gouvernement espagnol avait dès lors annoncé qu'il rappelait jusqu'à nouvel ordre l'ambassadrice d'Espagne en Argentine, accusant le président argentin Javier Milei d'avoir insulté l'Espagne et son Premier ministre Pedro Sánchez lors de son discours à Madrid. Le comportement de M. Milei a amené les relations entre l'Espagne et l'Argentine à l'ère la plus grave de notre histoire récente. C'est pourquoi j'annonce que je viens de rappeler notre ambassadeur à Buenos Aires pour consultation indéfiniment. Habitué à la provocation et aux déclarations incendiaires, le président argentin a attaqué d'une part le socialisme et les partis de gauche, mais s'en est aussi pris à la femme du Premier ministre Begoña Sánchez, l'accusant cependant sans la nommer d'être corrompue. Les élites mondiales ne réalisent pas à quel point la mise en application des idées du socialisme peut être destructrice. Elles ne savent pas le type de société et de pays que cela peut produire et le type de gens accrochés au pouvoir et le niveau d'abus que cela peut générer. Quand vous avez une femme corrompue, vous vous salissez et vous prenez 5 jours pour y réfléchir. Buenos Aires a répondu en affirmant que c'était à Pedro Sánchez de s'excuser pour ce que le gouvernement espagnol avait dit sur Javier Milei, accusé notamment par le numéro 3 du gouvernement espagnol de semer la haine. Il n'y a aucune excuse à faire, aucune excuse. Je pense au contraire que le gouvernement espagnol devrait présenter des excuses pour ce qu'il a dit de Milei. Suite à ces propos jugés déplacés ayant provoqué l'ire de Madrid, l'ambassadrice de l'Espagne en Argentine a été rappelée définitivement. Je vous annonce que nous retirons notre ambassadrice de Buenos Aires. Déjà rappelée dimanche pour consultation, l'ambassadrice restera définitivement à Madrid. L'Argentine n'aura plus d'ambassadeur espagnol. La crise entre les deux anciens alliés a atteint un point de non-retour. L'Espagne semble tout de même payer sa prise de position récente en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, compte tenu de l'alignement de la politique étrangère du président argentin Milei sur le soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Allez, avant de clôturer ce journal Zoom sur le 77e Festival de Cannes qui se poursuit toujours, retour aujourd'hui sur les cinéastes et les comédiens algériens qui ont pris part à une table ronde au sujet de leur valorisation et la manière de contribuer à travers leurs œuvres au rayonnement de l'Algérie. Je suis présent dans le stand de l'Algérie au Festival de Cannes pour justement soutenir nos réalisateurs et puis nos acteurs et puis tous les acteurs de la vie culturelle algérienne qui sont là présents. Hein? Algeria is back. Donc he's back in Cannes, he's back in France, he's back everywhere. Et pour moi d'être là, j'ai été invité par Yacine qui m'a convié à être ici. Et pour moi c'est un honneur d'être ici et de partager des choses, mes projets, les projets en cours, les projets déjà effectués et pourquoi pas, Inch'Allah, travailler prochainement en Algérie, bien évidemment.
Cette année, enfin bon, je vais parler de cette année. Cette année, je trouve qu'effectivement, l'Afrique, en dehors des films présents, l'Afrique est vraiment très très présente au Festival de Cannes. Bon, il y a des pavillons un peu partout qui fleurissent et des endroits de rencontres où l'Afrique est réellement présente et surtout avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie, un dynamisme qui est un dynamisme africain, parce que c'est vrai effectivement qu'on a une manière de se penser, de se vivre aussi. C'est des pavillons qui sont très animés, où le temps est intégré évidemment à la manière d'échanger et de parler. Déclaration faite au micro de notre envoyé spécial à Cannes, Nariman Zakar. Sur ce se termine ce journal. Merci de votre fidélité. La suite avec l'échiquier international présenté par Tininan Makassi. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.